Bonjour Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation, et vous voici maintenant à la tête d'une monumentale collection publiée par Le Figaro, La sagesse d'hier et d'aujourd'hui, à travers l'histoire des philosophies. Vous pensez que ça passionne dans notre siècle matérialiste encore de s'interroger sur Spinoza, sur Kant, sur Descartes, sur Platon ? Curieusement, oui. Alors c'est Le Figaro et Le Point, je précise. Mais ça passionne comme jamais, je crois, parce que l'interrogation sur, à mon avis, la seule grande question philosophique, il n'y en a pas 50. Bon, d'accord, il y a la question de la vérité, il y a la question du bien et du mal, ok. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Qu'est-ce qu'une vie bienheureuse pour ceux qui vont mourir ? Et cette question-là, si vous n'êtes pas croyant, la philosophie la prend en charge de manière absolument géniale et apporte des réponses qui sont grandioses. Vous voulez dire qu'il ne faut pas être croyant pour s'intéresser à la philosophie ? Il vaut mieux pas. Si vous êtes croyant, si vous êtes dans une grande religion, bien sûr, vous pouvez vous intéresser à la philosophie pour des raisons culturelles, pour voir ce que c'est. Mais disons que vous tenez déjà une réponse à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Et ce qui est génial dans les grandes philosophies que j'ai racontées là, c'est qu'elles apportent toutes une très grande réponse à la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Que nous est-il permis d'espérer ?» mais sans passer par Dieu et sans passer par la foi. Oui, voilà, c'est ça la philosophie, fondamentalement. En même temps, vous allez nous raconter l'histoire de Jésus, la philosophie de Jésus ou des Bouddhas. C'est pas des philosophes. Jésus, Bouddha, Socrate sont des sages. C'est très différent. C'est-à-dire que, vous savez, étymologiquement, philosophia, ça veut dire la quête ou l'amour de la sagesse. Mais l'amour comme un désir, comme une quête, on est tendu vers la sagesse. Jésus ou Bouddha, ce sont des sages, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas de livres, ils ne parlent pas de la sagesse, ils sont dedans, ils la vivent. Et d'ailleurs, ils ont des disciples autour d'eux. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai appelé cette collection Sagesse d'hier et d'aujourd'hui, c'est parce que je ne me suis pas borné aux seuls philosophes, j'ai aussi parlé des sages, de quelques-uns, en tout cas, de Jésus et de Bouddha, qui sont, à mon avis, les deux plus grands. Mais alors, justement, Luc Ferry, pourquoi cela passionne autant aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que cette modernité de ces personnages qui, parfois, bien avant Jésus-Christ, comme ça, écrivaient sur l'homme, sur la mort, sur la condition humaine. Mais en fait, vous savez, ça a toujours passionné dans les grandes écoles grecques, chez les stoïciens, au jardin d'Épicure, ou dans l'académie de Platon, ou dans le lycée d'Aristote. Il n'y avait pas de place pour accueillir tout le monde, tellement on se pressait. Au cours de Kant encore, dans les années 1780-90, on se pressait, il fallait réserver sa place 3 heures avant. Il y avait des marquises et des marquis et des élégantes comme à Roland-Garros. Bon. Et donc, et Voltaire était plus connu que Sartre ou Bernard-Henri Lévy. Bon. Et donc, il y a une illusion rétrospective qui est liée à la période des années 60, qui a été une période très avant-gardiste et très, très obscure, pour ne pas dire obscurantiste. Et c'est vrai qu'on a oublié que les grands philosophes étaient célébrissimes. Rousseau était tellement connu qu'on le reconnaissait dans la rue. Oui. Hegel était une star absolue. Donc, en vérité, la philosophie a toujours passionné, mais peut-être que là où vous avez raison, elle passionne davantage aujourd'hui parce qu'on est dans des sociétés laïques. En tout cas, chez nous, en Europe, ici, d'où nous parlons, on est dans des sociétés qui sont de moins en moins religieuses. La religion n'apporte plus les réponses. Non, voilà. Ou ne peut pas répondre aux questions d'aujourd'hui. Ou on y croit moins même. Je vois mes amis croyants, j'ai beaucoup d'amis chrétiens, puis moi j'ai beaucoup de respect pour les grandes religions, mais je vois mes amis croyants, au fond ils y croient. Ils n'ont plus la foi du charbonnier comme le paysan de Corrèze du XVe siècle. C'est pas vrai. Ouais. Quand on a un enfant qui meurt, on n'est pas joyeux, on est triste. Bon, et on se dit pas, chic, il rejoint son créateur, ouvrons une bouteille de champagne. Non. Et donc là, dans les sociétés laïques, si vous voulez, la philosophie apporte des vraies réponses à la question de la vie bonne que les religions peut-être n'apportent plus. En tout cas dans nos sociétés à nous. Ça veut dire qu'on peut croire à des philosophes comme on pourrait croire dans une religion ? C'est une forme de croyance ? Non, parce que justement la philosophie, elle prétend répondre à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, mais sans passer par Dieu, sans passer par la foi, justement, avec les moyens du bord, si je puis dire. Quand vous ouvrez l'éthique de Spinoza, par exemple, eh bien, Spinoza vous dit, il le dit quasiment comme ça, si vous me suivez, et grâce à votre raison, si vous me suivez et que vous empruntez la voie de la raison, je vous promets, dit-il, une éternité de joie et de bonheur. Ouais. Donc il promet la vie bonne. Kant pose la question, que nous est-il permis d'espérer ? Bon. Et donc on va avoir dans les philosophies, dans les grandes philosophies, des réponses laïques à la question de la vie bonne. Oui. Et ça, c'est la différence avec les religions. Alors bien sûr, encore une fois, il y a d'autres questions dans la philosophie, mais c'est la question suprême et c'est celle-là que j'ai voulu chaque fois raconter dans ces livrets. Des questions évidemment sur l'homme, sur l'être humain, mais aussi sur la société. Il y a Marx, vous allez en parler. Alors, voilà, c'est aussi... j'ai pas limité aux philosophes à proprement parler. Je parle de Marx, je parle de Freud, je parle de Tocqueville, par exemple, alors qui sont
ce que j'appellerais des demi-philosophes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas très grands, mais au fond, ils se sont bornés à un secteur de la philosophie, qui est la philosophie, disons, morale et politique. Ils se sont trompés aussi beaucoup. Moins que les marxistes, s'agissant de Marx. Marx est génial quand même, c'est vraiment génial. Et malheureusement, ce qui en est sorti, ce sont des régimes catastrophiques. Mais si vous voulez, c'est un peu comme si on voulait incriminer Jésus pour l'Inquisition. C'est pas sérieux, voilà. Et je pense qu'il y a quelques rapports entre le stalinisme et le marxisme, mais au fond, le stalinisme n'est pas la vérité des grandes œuvres de Marx. Voilà, pas plus que l'Inquisition n'est la vérité de l'Évangile de Jean. Ça veut dire que c'est infini, parce que cette collection, vous allez voir 25 numéros, vous allez continuer encore. Il faut préciser qu'il y a un CD à chaque fois où vous donnez une espèce de cours intime. Oui, c'est un cours, un cours. Et j'avais en face de moi 3 ou 4 personnes. Donc c'est un cours que j'ai fait un peu comme je vous parle maintenant, sans notes, parce que je pense qu'il faut que ce soit vivant. Et j'ai essayé non pas du tout de résumer, parce que ça n'a aucun intérêt de résumer les doctrines, mais de donner les 7, 8, 10 grandes idées chaque fois d'un grand auteur. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi le doute chez Descartes, pourquoi l'idée de critique chez Kant. Donner vraiment à chaque fois les 3, 4, 5, 10 idées qui sont absolument fondamentales. Et j'ai fait ça vraiment comme si je racontais ça à mes filles, en me disant, voilà, qu'est-ce que j'emporterais pour elles, si je puis dire, sur l'île déserte. Qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans? Qu'est-ce qui est génial? Et du coup, c'est pas un résumé abstrait, c'est vraiment les piliers des grandes philosophies. On va dire évidemment pour vous, Luc Ferry, pour votre parcours de philosophe, encore aujourd'hui, est-ce que vous dites les réponses sont dans la philosophie? Vous avez trouvé vous-même toutes les réponses que vous êtes posées le jour où vous avez croisé pour la première fois les philosophes, où vous vous êtes dit j'en ferai ma vie entière? Écoutez, c'est vrai que je me suis dit que j'en ferais ma vie entière quand j'avais 15 ans, et je m'en souviens très bien, et que je n'ai pas varié depuis. Et je vais vous répondre, ça fait un peu pathétique et un peu bébête, mais sincèrement, je crois que je ne serais plus de ce monde si je n'avais pas découvert la philosophie, quoi. Ça aide vraiment à vivre, c'est pas simplement un discours, c'est aussi un discours passionnant, mais ça aide vraiment à vivre, et je pense que dans l'époque où nous sommes, nous vivons une nouvelle période philosophique absolument géniale, et qui est liée au fait, à ce que j'ai appelé la révolution de l'amour. C'est le passage du mariage arrangé au mariage choisi par les jeunes gens. Et je pense que cette révolution historique en Europe a conduit à ce que l'amour soit pas simplement une passion parmi d'autres, à côté de la colère ou de la jalousie, mais un nouveau principe de sens qui mérite, je dirais, une nouvelle philosophie. Voilà. C'est les 3 premiers volumes donc, qui sont publiés avec Le Figaro. Je voudrais quand même montrer ça aussi, parce que c'est un travail titanesque, La vie de Bohème, que vous avez publié une exposition au Grand Palais, mais ça, c'est le travail aussi de plusieurs années. Vous avez raconté cette vie de Bohème. C'est une merveille. Cette vie entre 1830 et 1900, c'est de l'invention de ces petits groupes qui s'appellent les fumistes, les hydropathes, les buveurs d'eau, les incohérents, les je m'en foutistes, les hirsutes, et qui sont un peu, si vous voulez, les 68 arts avant la lettre, et qui vont inventer à la fois l'utopie, comme dira Rimbaud, la vraie vie est ailleurs, mais aussi l'art moderne. Ils vont inventer les monochromes, les ready-made, les concerts de silence, enfin tous les trucs que reprendra Duchamp. Et les artistes modernes sont déjà dans cette bohème, mais qui est très drôle, qui est très potage, qui est très charmante, avec des gens comme Alphonse Allais qui invente par exemple un objet pour choquer le bourgeois que j'aime beaucoup, qui est l'aquarium en verre dépoli pour poissons timides. Les peignes pour chaumes, les balançoires de mur. Et ils sont très drôles, donc c'est l'idée. Ils sont très anti-bourgeois, très jeunes, très pleins d'humour, avec aussi beaucoup d'histoires d'amour. Et c'est vraiment une histoire absolument merveilleuse et qui, je crois, n'a jamais vraiment été racontée par personne. Voilà, c'est au Cercle d'Art. Voilà, ce très beau livre. Évidemment, je vous conseille Les Philosophes. C'est ça d'hier et d'aujourd'hui. Merci Luc Ferry d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci, avec plaisir.